Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur de budget, chers collègues élus. Cette délibération est particulièrement importante puisqu'un premier budget, c'est l'acte politique fondateur d'un mandat, d'une équipe, d'un cap politique. Depuis le 22 mars, je n'ai pas gagné grand-chose, mais j'ai gagné une chose essentielle, la liberté. La liberté de parole publique notamment. Une liberté qui, je suis bien placée pour le savoir, n'est pas évidente lorsque l'on fait partie du bureau communautaire, ni même lorsqu'on est maire et que l'on craint des répercussions pour sa commune, encore plus en début de mandat. Forte de cette liberté, forte de la mémoire du mandat précédent, forte aussi des près de 40% de Poids-de-Vigne et de Poids-de-Vin que nous représentons ici avec mes collègues, nous porterons ici une parole minoritaire, mais une parole que nous souhaitons utile, exigeante, constructive. Et nous y serons vigilants. Nous ne rejouerons pas ici les débats du conseil municipal de Poitiers. Nous parlerons ici des compétences communautaires, rien d'autre. Justement, aujourd'hui, il s'agit du budget de la communauté urbaine. Je tiens à remercier la présentation du rapporteur général du budget ainsi que les services pour la présentation et la construction de ce budget dans un contexte, vous l'avez rappelé, contraint. Je veux structurer mon propos autour de deux exigences simples, la vérité et la responsabilité. Des exigences que nous partageons puisque c'est le titre de la vidéo que vous avez tournée depuis l'hôtel de ville de Poitiers pour expliquer votre budget communautaire. La responsabilité d'abord. Elle commence à mon sens par une chose élémentaire, assumer ses choix, tout simplement. Et ne pas rejeter la faute sur les autres lorsque ça n'a pas lieu d'être. La vérité ensuite, et sur ce point je l'affirme clairement, deux des arguments sur lesquels vous fondez votre argumentaire sont faux. Le premier, que vous n'avez pas réitéré, je crois, à l'oral, mais qui est inscrit dans le budget, le risque de mise sous tutelle. Oui, il est malheureusement fréquent, en début de mandat, suite à une alternance, de dramatiser et de faire porter à la majorité précédente des choix budgétaires difficiles, comme les propos que vous avez tenus ici, face à la presse ou sur les réseaux. Mais ici, vous allez plus loin. Vous inscrivez dans un document budgétaire dont l'un des principes légaux essentiels est celui de la sincérité, que sans hausse d'impôts, Grand Poitiers aurait, je cite, été placé à très court terme sous tutelle financière de l'État. C'est tout simplement de la désinformation. Et à mon sens, c'est grave. La mise sous tutelle ne se décrète pas, elle suit une procédure précise qui commence par une saisine de la Chambre régionale des comptes par le préfet. Or, le dernier rapport de la CRC concernant la gestion de Grand Poitiers date de septembre 24 et ne comprend en aucun cas des alertes de cette nature. Au contraire, ce rapport appelle à des réformes structurelles sur l'intérêt communautaire, sur le patrimoine communautaire, j'y reviendrai plus tard. Le budget 2026 de Grand Poitiers est certes difficile à construire, mais ce n'est pas une surprise. Toutes les données étaient publiques. Le reste n'est que projection théorique dont on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, la fiscalité. Votre première décision, celle de votre équipe, ce sera donc d'augmenter, si c'est voté bien sûr, d'augmenter massivement les impôts des contribuables. Un taux intercommunal qui fait plus que doubler, plus 112%, soit en moyenne 120-130 € par foyer concerné, 16,5 millions d'euros de recettes nouvelles. Pour rappel, c'est 2 fois plus que l'augmentation de 2021, 8 millions d'euros, qui avait provoqué des réactions massives dans cette Assemblée, dans la presse et dans l'opinion publique. Alors, soyons clairs, personne, pas nous en tout cas, ne disons qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Augmenter la fiscalité est nécessaire. C'est d'ailleurs une responsabilité que nous avons assumée lors du mandat précédent et dont la présidente avait même assumé la perspective en période électorale. Oui, moi, un certain nombre d'entre nous, on assume. Mais on n'a pas à assumer plus que notre part, pas plus que ce qui est juste. Et c'est la deuxième affirmation que je tiens à rectifier. Ce budget, ce n'est pas celui de l'équipe précédente. Vous étiez le premier à revendiquer avec force, à la fin du mandat précédent, le fait que le budget soit voté après les élections pour laisser de la marge à l'équipe qui serait élue. Vous l'aviez demandé, vous avez été entendu, et maintenant, il faut l'assumer. Ce budget, c'est bien le vôtre. Plus en détail, d'une part, le rapporteur du budget, le vice-président finance de la précédente équipe, Claude Edelstein, qui est par ailleurs vice-président finance du département, donc qui ne prenait pas la question de l'impôt à la légère, ni celui des finances de la collectivité, proposait une hausse qui allait rapporter 6,5 millions d'euros. Vous allez donc bien au-delà, plus 10 millions d'euros supplémentaires. Pourquoi faire plus que doubler ce qui était prévu? Pour, selon les termes de votre budget, je cite, « redresser le niveau d'épargne de Grand Poitiers avec un objectif de 12% d'épargne brute dans les prochaines années ». C'est une stratégie financière pluriannuelle que vous annoncez, c'est votre rôle et c'est normal. Mais votre budget affiche déjà 13,9% d'épargne brute dès cette année. Autrement dit, dès 2026,
vous dépassez votre propre objectif de 1,9%, ce qui fait 3,4 millions d'euros de plus de recettes par rapport à ce qui était nécessaire selon votre propre stratégie. Toujours plus, toujours plus. Et ce n'est pas tout. Hier, vous ajoutez dans votre argumentaire que, oui, mais des augmentations successives étaient prévues en 2027 et 2028. Je prends à partie mes collègues, ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a eu aucune décision, aucune réflexion, aucun document de prospective à ce sujet. Certes, 6,5 millions d'euros d'augmentation, ce n'était pas suffisant pour assurer un confort financier à Grand Poitiers dans les prochaines années, si les politiques gouvernementales n'allégeaient pas le poids pesant sur les collectivités, mais surtout, si le scénario fil de l'eau, qui est la base de votre argumentaire, était une hypothèse. Or, ce fil de l'eau n'était en aucun cas une option. Le second levier prévu n'était pas fiscal. Non, c'était celui que recommande la Chambre régionale des comptes. Et nous sommes plusieurs d'ailleurs à déjà l'évoquer. Ce levier, c'était des réformes internes structurelles, exigeantes. Autrement dit, demander des efforts aux contribuables, oui, mais aussi, et même avant tout, étions-nous un certain nombre à demander en bureau communautaire, faire soi-même des efforts. En 2021, Monsieur le Président, vous teniez ces propos, je cite, « Florence Jardin et Léonore Monconduit, je ne sais pas bien ce que je viens faire là-dedans, mais prennent les habitants de Grand Poitiers pour des vaches à lait. Dès qu'elles le peuvent, elles taxent. La hausse aurait pu être modérée pour montrer la volonté de la collectivité de faire un effort. La réorganisation des services de la communauté urbaine en cours aurait pu permettre de dégager des économies. C'est d'autant plus difficile à accepter qu'on ne voit pas de nouveaux services en face. » Fin de la citation. Ma question est donc simple. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, pourquoi avez-vous aujourd'hui abandonné l'exigence qui était la vôtre hier ? Pourquoi choisir une hausse bien supérieure à nos besoins actuels, sans réforme structurelle préalable, ni même engagée ? Parce que tout le monde sait ici que c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Le sujet central depuis la création de notre communauté urbaine qui est systématiquement repoussé maintenant depuis 9 ans. Déterminer l'intérêt communautaire, quelles compétences, quels équipements sont du ressort de Grand Poitiers, de son budget, qu'est-ce qui n'y est pas et doit donc changer de main. En repoussant cette question d'année en année, on a acheté la paix politique avec l'argent de nos concitoyens, avec leurs impôts. Et pour cela aussi, en tant qu'élue sortante, je prends ma part. Mais justement, derrière l'augmentation envisagée à 6,5 millions d'euros, il y avait cette incitation forte à faire aussi aboutir ce chantier, sous peine de ne pas retrouver durablement l'équilibre et de devoir revenir devant les citoyens dans quelques années avec encore et encore de nouvelles hausses, juste pour faire tourner la machine. Et donc, clairement, votre décision de confort financier aujourd'hui, c'est le risque d'un scénario fil de l'eau sans aucune réforme de fond dont Grand Poitiers a besoin. Et surtout, pourquoi faire ? Pourquoi cette hausse très forte sans proposer au préalable, comme l'avait fait Florence Jardin, un projet de territoire co-construit avec les maires et donnant envie d'un avenir meilleur pour le territoire et qui nécessiterait ces moyens ? Aujourd'hui, que voyons-nous en face de cette hausse massive, une augmentation de 10% de tous les tarifs publics, soit bien au-delà du niveau de l'inflation, une baisse massive des subventions, moins 6% pour le budget de la culture, moins 15% pour le budget du sport, mais plus 115 000 euros de contribution de Grand Poitiers au financement de l'aéroport. Là encore, en toute transparence, une partie de cette feuille de route, c'était celle proposée dans les orientations budgétaires, qui est une étape de travail. Vous avez bien montré qu'on peut la faire évoluer. Et en l'état actuel des choses, les membres du bureau sortant et surtout les acteurs le savent très bien, ces baisses de subventions auraient rendu le vote de la hausse fiscale inacceptable en l'état pour la majorité de Poitiers. Et puis franchement, si on peut augmenter les impôts de 10 millions d'euros d'un coup de crayon, on peut sans problème renoncer à baisser 1 million d'euros de subventions. Et enfin, tout aussi franchement, les éléments de langage que vous avez envoyés aux maires qui devront faire le service après-vente dans leur commune parlent, je cite, de « garantir l'égalité entre les communes avec une réorientation des moyens ». On ne peut qu'être d'accord. Mais à ce niveau d'écart entre les mots et les chiffres, on est quand même proche du malentendu. On parle d'un côté d'une hausse de recettes de 16,5 millions d'euros et de l'autre d'un effort de 50 000 euros. Disons-le ainsi, c'est une façon particulièrement optimiste de faire parler les ordres de grandeur. Plus d'impôts, beaucoup plus d'impôts, des services publics moins accessibles, des partenaires culturels et sportifs pénalisés, sans vrai projet de territoire en face, ni pour le rayonnement de notre communauté urbaine, ni pour l'attention portée aux petites communes. C'est donc ce que vous nous proposez de voter.
Il ne vous surprendra donc pas que pour toutes ces raisons, nous votions contre le budget 2026 de votre équipe communautaire. Et je réaffirme pour terminer les propositions alternatives et me semble-t-il raisonnables que nous défendions. Une hausse d'impôts limitée, conforme au niveau initialement prévu, soit 2,5 fois moindre que celle proposée aujourd'hui. Ne pas augmenter les tarifs des services publics au niveau de l'inflation, au-delà du niveau de l'inflation. Maintenir les subventions. Si on augmente les impôts, on préserve les acteurs culturels et sportifs. Maintenir l'engagement dans le projet de Grand Poitiers Entrant-Gare, essentiel pour l'avenir du territoire. Et avant de solliciter tout effort supplémentaire auprès de nos habitants, montrer l'exemple avec des réformes courageuses et donner envie avec un projet de territoire fédérateur. Merci à vous.